Audio numéro 4. Notre territoire, un précaré occidental. Présentation, Pasteur Nguessan et Manassé de CADCO Développement. L'Afrique, pour des raisons historiques, a été un précaré des Européens. Mais depuis quelques années, les États-Unis montrent un certain intérêt en Afrique. Pourquoi? Aujourd'hui, en 2021, l'Afrique a 1,373 milliard d'habitants, répartis sur 55 États, occupant 30 415 873 km² en terre émergée, soit 45,14 habitants au km². Comparativement à notre planète, qui a aujourd'hui 7,830 milliards d'habitants, répartis sur 195 États, dont 193 États indépendants, et 2 États observateurs, qui sont le Vatican et la Palestine. Tous ces États occupent 148 940 000 km² de terre immergée, soit 52,57 habitants au km². Malgré que la densité moyenne en Afrique soit inférieure à la densité moyenne dans le monde, tous les regards des mondialistes sont tournés vers l'Afrique pour des raisons suivantes. Premièrement, l'Afrique concentre presque la totalité mondiale de Ancôme au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Deuxièmement, 90% des réserves mondiales de platine sont en Afrique du Sud. Troisièmement, les réserves mondiales de cobalt en RDC et en Zambie. Quatrièmement, 50% des réserves mondiales de gaz et de pétrole au Soudan et dans le golfe de Guinée, dont le Nigeria est aujourd'hui 11e mondial et premier en Afrique. Cinquièmement, on trouve aussi d'importantes réserves en or, diamant, manganèse, cuivre, fer, uranium, charbon, etc. Comme ce continent est riche, il est dans leur logique intéressant pour le propriétaire des États-Unis de s'y intéresser. Ouvrons une première parenthèse. Je dis bien le propriétaire des États-Unis, parce qu'on sait dorénavant que notre planète appartient de gré à 8 familles, dont Rockefeller, le propriétaire des États-Unis. Je l'ai présenté déjà dans l'audio numéro 1. Je ferme la parenthèse. La stratégie du propriétaire des États-Unis sur notre continent peut se résumer en 3 points. Premièrement, l'exploitation de nos ressources minières et surtout de nos ressources énergétiques. Deuxièmement, la sécurisation des voies de communication maritime pour garantir son approvisionnement. Troisièmement, les investissements qu'il fait en Afrique a peu d'impact sur la croissance du continent, c'est-à-dire sur le développement des Africains. Il sait que le continent est riche, mais il n'a pas l'intention de faire profiter la richesse aux Africains. Alors voici quelques arrangements qu'il va faire en Afrique pour tirer son plein potentiel, sans lui faire profiter réellement de sa richesse. Premièrement, en mai 2000, le Congrès des États-Unis a adopté l'AGOA. AGOA qui signifie African Growth and Opportunity Act. Littéralement, qui veut dire la loi africaine de croissance et d'opportunité. C'est une loi sur la libéralisation des échanges et de la croissance en Afrique. Avec cette loi, 37 États d'Afrique subsaharienne peuvent avoir un accès facile au marché américain pour certains produits, notamment le textile. Un marché qui était jusque-là réservé aux Européens. Alors on va ouvrir une deuxième parenthèse. Le coton, comme la plupart des fèves, a été introduit en Afrique, rappelons-le,
en période du commerce triangulaire, dont la production sert de matière première aux industries occidentales. Je l'ai montré dans l'audio numéro 2. Le fait que ce produit entre en Amérique ne veut pas dire que l'Afrique va en tirer un réel profit. Le plus grand profiteur de cette matière première, c'est eux-mêmes, parce qu'il est dit dans l'audio numéro 3 qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans industrialisation et qu'exporter des produits d'agriculture de base ne mène un pays nulle part à cause de sa faible valeur dans l'économie mondiale. Je ferme la parenthèse. Deuxièmement, parmi toutes les ressources minières qu'on a citées, ce sont seuls le pétrole et le gaz qui intéressent les multinationales américaines. Ouvrons une parenthèse, la troisième parenthèse. J'ai dit dans l'audio numéro 1 qu'une multinationale, c'est une entreprise gérée par l'une des 1600 familles qui sont en charge de toutes les entreprises des 8 familles maîtres du monde. Fermons la parenthèse. Alors par exemple, en Angola, la compagnie Chevron contrôle 75% de la production localisée dans l'enclave de Cabinda. Depuis 2003, plusieurs compagnies aux États-Unis, ouvrons une quatrième parenthèse, quand on parle dorénavant des États-Unis, faisons référence aux propriétaires des États-Unis, c'est-à-dire Rockefeller. Imaginez que toutes les États-Unis appartiennent à une seule personne. Pas deux, pas trois, pas quatre. Une seule personne qui est Rockefeller. Alors, le propriétaire des États-Unis, donc Rockefeller, explore les eaux du golfe de Guinée. Alors, les pays du golfe de Guinée sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo, le Nigeria, l'île de Bioko, l'île de Principe, l'île de Sao Tomé et l'île d'Amobon. 14% du pétrole consommé aux États-Unis en 2005 provient de l'Afrique, 20% en 2010 et 25% en 2020. Pourquoi l'Amérique investit dans le pétrole en Afrique? Parce que 40% des investissements américains sont consentis dans le pétrole de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Nigeria. Alors, les raisons sont bien simples. Premièrement, première raison, la diversification. Depuis le choc pétrolier en 1973, la part des importations américaines en pétrole du Moyen-Orient est passée de 25% à 15%. Deuxième raison, la proximité. Les États-Unis sont proches du golfe de Guinée par rapport au Proche-Orient. C'est un atout pour lui qui réduit le risque de rupture d'approvisionnement. Et comme les variations du prix du pétrole sont en fonction du marché, c'est-à-dire le consommateur, et non de la région, alors autant acheter au plus proche et en lieu sûr. Troisième raison, c'est la sécurité. Après les attentats du 11 septembre 2001, il s'est créé une suspicion entre les gendarmes pétroliers saoudiens et les gendarmes militaires américains. Vu de Washington, le continent africain a pris une certaine valeur par sa richesse et par sa localisation. Pour assurer la sécurité énergétique, donc du pétrole en Afrique, les États-Unis vont déployer à des endroits stratégiques tels que le canal de Gibraltar, le canal de Suez, le canal de Bab el-Mandeb, le canal de Mozambique et le canal de Bonne-Espérance. Leur 6e flotte en Méditerranée est dans le golfe de Guinée et leur 4e et 5e flotte dans le golfe Aden, dans l'océan Indien. À cela s'ajoutent plusieurs déploiements militaires terrestres qui sont plus récents. La 4e raison, c'est en termes stratégiques. Un an après, le 11 septembre 2001, le Pentagone a ouvert une base militaire à Djibouti, au camp Lémonier, une ancienne base militaire française, avec environ 1000 soldats.
Avec cette base militaire, Américains et Français cohabitent maintenant avec la plus importante base militaire que la France a à l'étranger, donc 2700 soldats. De là, les forces américaines peuvent mieux contrôler le canal de Suez, où passent chaque jour 40 navires de toutes sortes. Ils peuvent surveiller la corne de l'Afrique, c'est-à-dire l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie et le Yémen. Aussi, il y a une importante base militaire australienne à Bouzaza, en Somalie, en face du golfe Aden, pour l'armée de terre qui complète et renforce la présence française et américaine dans la région. Parlant de la France joue un rôle de puissance militaire en Afrique. Elle dispose de 5 bases militaires en Afrique, dont la base militaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec 900 soldats. Cette base militaire est une base opérationnelle et logistique. Deuxièmement, la base de Ouakam Dakar, au Sénégal, avec 350 soldats. Là aussi, c'est une base opérationnelle et logistique. Et la base militaire de Libreville, au Gabon, avec 350 soldats. Il y a la base militaire à Djibouti, avec 1450 soldats, essentiellement une base militaire navale. Et enfin, la base militaire à Djamena, au Tchad, avec 950 soldats. En plus de ces 5 bases militaires françaises, la France fait des opérations extérieures, appelées OPEX, dont on peut citer l'opération Barkhane, l'opération Artemis et l'opération Sangaris. L'opération Barkhane, cette opération est déployée par la France au Sahel depuis 2014. La force Barkhane engage 4500 soldats qui mènent des opérations de soutien aux forces des 5 pays de la région, dont la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Mais Barkhane soutient la MINUSMA, qui est la force onusienne. Deuxièmement, Artemis. Artemis est une opération décrétée par l'Union européenne durant la Deuxième Guerre du Congo de 1998 en 2003. Et troisièmement, la force Sangaris. Cette opération a été lancée en 2013 par la France pour stopper les tueries intercommunautaires en République centrafricaine. Avec l'intrusion des Européens en Afrique, nous avons perdu notre mode de vie. Aujourd'hui, nous voulons retrouver ce mode de vie dont voici. Chez nous à Kama, tout est lié. Il n'y a pas de division ni d'exclusion. C'est pourquoi nous nous tenons ensemble, sans laisser tomber personne, pour que tout le monde ait tout et que personne ne manque de rien. S'entraider aide chacun à grandir. Et c'est ainsi que le bien-être collectif assure et garantit le bien-être individuel. Renoncer à quelque chose au profit de son prochain nous renforce. S'unir et se reconnaître dans le tout est la voie du passé, du présent, de demain et de toujours. C'est notre principe de réciprocité et de solidarité générale, qui est une tradition du travail collectif à des fins sociales. Notre vivre bien est un système d'organisation de la vie, de tout ce qui existe, de tout ce qui s'écoule en équilibre dans notre planète, avec notre mère Terre, dans laquelle il ne s'agit pas de soi, mais de nous, qui représente la fin de l'égocentrisme et la mort de l'eurocentrisme. Notre vivre bien nous ramène au tam-tam parleur, qui est une communication codée. L'époque de la liberté, où nous n'avions pas de maître ni de propriétaire. Au temps où nous étions nous-mêmes, noyaux de la terre, le point de rencontre des forces positives et négatives, lieu où les opposés et les antagonismes coexistent. Notre vivre bien
nous laisse devenir l'univers en équilibre qui laisse émerger la sagesse des civilisations importantes de notre monde. Il récupère nos connaissances, nos codes de culture, nos schémas de civilisation en intime connexion avec le cosmos, c'est-à-dire terre, air, eau, feu, forêt, montagne, animaux, humains, pierres, étoiles et toutes les autres pensées qui font notre identité. Car nous sommes des êtres humains et nous avons des droits inaliénables que nous avons hérités de la sagesse ancestrale, liée de la nature, qui garantit notre équilibre en tout temps par la bonne gestion des énergies complémentaires cosmiques appelées la vie, visible et invisible. Notre vivre bien est une révolution où, dans le domaine de la vie active, nous posons des actes pour changer la structure sociale et aussi transformer la vie de l'individu. Au niveau de la guidance politique, nous changeons la nature des personnes en redressant l'esprit des politiciens corrompus et corrupteurs, ce qui va modifier l'influence du pouvoir et de ses institutions par la sagesse de nos peuples. Notre révolution est une révolution des idées, une révolution des équilibres, car nous sommes convaincus que pour transformer notre société, notre système de gouverne, notre administration, nos règles de fonctionnement participatif et bien d'autres moyens, nous devons d'abord nous transformer en tant qu'individus. La réussite de notre propre transformation se constatera par la conjonction entre le pouvoir d'État et opposition, entre administrateurs et administrés, entre la gauche et la droite, entre la jeunesse rebelle et la sagesse des anciens, entre les limites de la science et la nature sans faille, entre les minorités créatives et les majorités traditionnelles, entre les malades et les bien portants, entre les gouvernants et les gouvernés, entre le leadership et le don de soi pour servir les autres, qui cherchent ensemble des solutions dans la paix, libérés de toute tentative de soumission à la pensée unique coloniale, patriarcale, d'où qu'elle vienne. Notre vivre bien est une vérité qui est très simple. Le condor prend son envol à la seule condition que son œil droit est en parfait équilibre avec son œil gauche. C'est pourquoi nous continuerons à nous former pour devenir des êtres équilibrés, libres, qui construisent des relations harmonieuses dans la communauté et dans la nation. Notre vivre bien dépend des trésors sacrés de notre culture face à toute ingérence. Nous défendons notre communauté, nos peuples, nos ressources naturelles, nos libertés et nos droits. C'est le temps de l'unité, la voie du respect de nos autorités, la voie du respect des membres de la famille, la voie du respect de la pluie, de nos montagnes, de nos rivières, de nos forêts et autres végétations, le chemin du respect de la souveraineté de nos peuples. En conclusion, nous devons surmonter la division, la haine, le racisme, la discrimination entre nous. Nous devons favoriser la liberté d'expression et condamner les abus du pouvoir, car le pouvoir doit être employé pour aider et il doit circuler. Le pouvoir, comme l'économie, doit être redistribué. Il ne doit plus y avoir d'impunité, d'intolérance, d'humiliation, de violation des droits humains et des droits de la terre-mère. Mais la justice doit véritablement être indépendante. Nous serons donc à l'écoute de nos communautés pour guérir leurs blessures, les regarder avec respect
récupérer la patrie, rêver ensemble pour construire une vraie fraternité, une harmonie, une intégration et un espoir qui garantiront la paix et le bonheur des générations à venir. C'est uniquement de cette manière que nous attendons notre vivre bien et que nous pourrons gouverner nous-mêmes. Nos contacts. Pour toute information, écrivez à cadconguessan@gmail.com ou au BEP 35 Alboville, Côte d'Ivoire, ou appelez sur WhatsApp au plus 581 998 7458 ou au plus 44 736 734 10 60. Merci.